Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. J'ai longtemps pensé que mes proches masculins étaient forcément de meilleurs conducteurs que moi ou que les autres femmes de mon entourage. Par exemple, quand j'étais petite, j'étais bien plus sereine quand c'était mon père qui était au volant que quand c'était ma mère. Elle était assez stressée de prendre la route, surtout avec ses enfants, et son stress était un peu communicatif. Mais quand j'ai moi-même appris à conduire, j'ai capté qu'en fait, mon père n'était pas un si bon conducteur que ça, puisqu'il changeait très peu les vitesses, à tel point que quand il conduisait, ça faisait un bruit terrible, et surtout, ça bousillait l'embrayage de la C4 familiale. En fait, c'était de sa faute à lui si on devait si souvent l'emmener au garage, c'était pas à cause de ma mère. Mais d'où est-ce qu'ils viennent, ces stéréotypes ? Et qu'est-ce que ça produit sur nos comportements en voiture ? Il y a plein de choses passionnantes à analyser sur les liens entre virilité, conduite et violence sur les personnes, mais surtout sur les femmes. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans cet entretien mené par le journaliste Talma Desta avec la chercheuse Marie-Axelle Granier. Je suis Naomi Titi, bienvenue dans l'épisode 105 des Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. Bonne route. Le 15 octobre 2024, Paul Vary, un cycliste de 27 ans, s'est fait percuter par un homme en SUV dans le 8e arrondissement parisien. Le conducteur roulait sur la piste cyclable et il avait écrasé le pied du jeune homme qui s'était défendu en donnant un coup sur le capot. D'après les caméras de vidéosurveillance et les premiers témoignages des passants, le conducteur de 52 ans, dont la fille de 17 ans à peine était sur le siège passager, aurait alors tourné ses roues en direction du cycliste et lui aurait sciemment roulé dessus. Le SUV en question, il pesait plus de 2 tonnes. Le coup a été fatal. Paul Vary est mort écrasé. De manière générale, si on creuse un peu derrière ce fait divers, on se rend compte que ce sont les hommes qui sont les plus impliqués dans les accidents de la route, autant comme victimes que comme responsables d'incidents graves. En 2023, les hommes représentaient 78% des tués sur la route, et dans 8 cas d'accidents graves sur 10, ce sont eux qui en sont responsables. Ces chiffres alarmants, ils soulèvent plein de questions sur l'agressivité des hommes au volant, sur leur rapport à leur véhicule, à la vitesse et aux luttes de territoire. Pourquoi les hommes sont si dangereux sur la route ? En quoi la voiture est devenue un lieu symbolique de domination et un objet de virilité ? Pour nous pencher sur ces questions, j'ai la joie de recevoir Marie-Axelle Granier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche en psychologie sociale du développement à l'université Gustave Eiffel à Lyon, directrice du laboratoire Mobilité durable, individu, société, ancienne vice-présidente du comité des experts auprès du Conseil national de sécurité routière, et vous avez écrit de nombreux articles sur les comportements genrés dans l'espace routier. Pour commencer, j'ai envie déjà qu'on comprenne bien comment les hommes conduisent. Vous dites dans vos travaux que les comportements des hommes et des femmes sur la route, ils sont fortement influencés par les stéréotypes de genre. J'imagine qu'il y a des choses comme le fait que les femmes ne savent pas se garer ou faire des créneaux, enfin voilà, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de cette influence des stéréotypes de genre ? Alors il y a 2 points différents dans ce que vous dites. Il y a d'abord l'influence du sexe, genre sur les comportements. Et puis, les croyances sur l'influence du sexe sur les comportements. Si je commence par ce deuxième point, il y a une idée générale dans la tête des individus, c'est que les hommes conduisent mieux que les femmes. On peut reprendre par rapport à ça le stéréotype femme au volant, mon retournant. Le deuxième point, c'est les différences de sexe qu'on peut observer dans les comportements eux-mêmes. Comme vous l'avez dit, une accidentalité plus importante, qui est liée à un nombre d'infractions plus important chez les hommes que chez les femmes. Ces infractions étant liées à des prises de risques plus importantes chez les hommes que chez les femmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les règles du code de la route, finalement, sont là pour empêcher un certain nombre de comportements à risque qui puissent mettre en danger le conducteur lui-même ou les autres usagers de la route. Donc souvent, les prises de risques et les infractions sont très liées l'une à l'autre dans le domaine routier. Et les hommes, en général, commettent plus d'infractions et donc prennent plus de risques que les femmes dans l'espace routier, en voiture notamment, mais aussi dans les autres modes de déplacement, en 2 roues motorisées, à vélo, à pied, etc. De façon générale, il y a des transgressions plus importantes des règles de sécurité routière de la part des hommes,
qui vont se traduire par notamment des excès de vitesse, de l'alcool au volant, des stupéfiants plus généralement au volant, les franchissements de feux rouges, etc. Donc tout a à voir avec le risque en fait, à chaque fois. C'est ce qui marque le comportement masculin sur la route. Oui, ce qui marque le comportement masculin sur la route, c'est des prises de risque plus importantes. Et ce qui marque le comportement féminin sur la route, c'est un respect des règles plus important. Ce qui a tout à voir, du coup, j'imagine, avec la socialisation des femmes, justement. Totalement. Les études qu'on a menées et qui ont été menées au niveau international montrent bien que, dès le départ, les garçons et les filles ne sont pas socialisés de la même façon à l'égard du risque. Les parents pensent que les prises de risque des garçons sont naturelles, finalement. Et que non seulement elles sont naturelles, mais en plus, elles sont un signe de virilité. Donc, ils vont avoir tendance à laisser faire les prises de risque des garçons, voire à les encourager parce que ça permet de confirmer la masculinité du garçon. De l'autre côté, ils vont avoir tendance, en opposition, à penser qu'une fille qui prend des risques, c'est pas normal, puisque c'est pas naturel chez elle, et donc ils vont passer beaucoup de temps à apprendre à la fille à éviter les comportements à risque, à lui apprendre à déceler les moments de danger et à lui apprendre à éviter de se mettre elle-même en danger, quitte à le faire même quand elle n'a pas besoin de cette protection-là. Tout ça part de l'idée générale que le garçon naît invulnérable, costaud, robuste, etc., et que la fille naît fragile et vulnérable. Donc ils vont faire tout un tas d'efforts pour protéger la fille contre elle-même, ou d'elle-même. Penser que la prise de risque du garçon, non seulement est naturelle, non seulement permet de signer sa masculinité, mais qu'en plus, il risque pas grand-chose quand il a ce genre de comportement. Et alors, ce rapport différencié à la voiture, il se fait aussi au moment de l'accès au permis B. Les femmes sont 53% à réussir l'examen pratique du permis de conduire, contre 63% des hommes, donc il y a quand même 10 points de différence, alors que pourtant, les taux, ils sont assez égaux en ce qui concerne l'examen théorique du permis B. Comment ça se fait ? Alors, comme vous le dites, il n'y a pas de différence de sexe dans l'examen théorique, mais il y a 10 points d'écart actuellement à l'examen pratique. Ces 10 points d'écart sont en train de se réduire, en fait. L'écart entre les deux sexes est en train de se réduire, donc on se dit, chouette, les femmes réussissent mieux. En fait, c'est pas le cas, c'est que les hommes réussissent moins bien. Donc l'écart se réduit parce que les hommes réussissent moins bien l'examen pratique. Les recherches qu'on a menées là-dessus montrent qu'en fait, cette difficulté des femmes à réussir l'examen pratique, alors il se traduit de différentes façons. Il se traduit notamment parce qu'elles réussissent moins du premier coup et que donc elles sont obligées de repasser l'examen plusieurs fois pour le réussir. Et les recherches qu'on a menées montrent que c'est très lié au sentiment de compétence qu'elles ont au volant. C'est-à-dire que autant les garçons arrivent au moment de l'apprentissage de la conduite en étant persuadés qu'ils vont y arriver, autant les femmes arrivent à l'apprentissage de la conduite en étant persuadées qu'elles vont échouer. Le comportement de l'entourage, la réaction de l'entourage, notamment des moniteurs d'auto-école qui vont insister sur la difficulté des filles à apprendre la conduite, va accélérer ce faible sentiment de compétence. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que plus les femmes croient au stéréotype de l'homme naturellement compétent au volant, plus elles vont avoir un sentiment de compétence dans les chaussettes, on va le dire comme ça, et que les femmes qui arrivent à se départir de cette croyance-là réussissent mieux finalement leur permis. Donc c'est vraiment en lien avec les croyances sociales très développées et développées très tôt sur la compétence naturelle des hommes à conduire. Les études qu'on a menées, nous, on les a mesurées dès l'âge de 11 ans. Je pense qu'elles arrivent bien avant, mais qu'on ne les a pas encore mesurées. Et ils posent d'emblée le fait que l'homme est le prototype du conducteur. À l'âge de 11 ans, cette croyance-là de l'homme naturellement compétent est déjà acquise et elle est très stable avec l'âge. Alors que plus l'enfant avance en âge, plus il se rapproche du moment du permis de conduire et plus va se développer cette idée que la femme est incompétente pour la conduite. Il y a une logique qui permet de mettre en lien ces croyances avec ce qu'on sait de l'accidentalité, puisque ce qu'on est les gens dans la tête, c'est que comme l'homme est naturellement compétent pour la conduite, il peut se permettre de prendre des risques et que ce risque est un signe de cette compétence. Alors que comme la femme est naturellement incompétente pour la conduite, elle va être obligée d'être prudente et respectueuse des règles. Et pour le coup, la prise de risque est un signe d'incompétence pour elle, à l'inverse. Ah oui, puisque forcément si elles prennent des risques, c'est parce qu'elles n'ont pas compris ce qu'elles étaient en train de faire. Vous me disiez d'ailleurs en préparant cet entretien que l'estime des hommes chutait dramatiquement dès qu'ils dépassaient 20 heures de conduite pendant l'examen du permis, comme si le fait de dépasser ce nombre d'heures, en quelque sorte, ça les dévirilisait. Comment vous regardez ça ? Une donnée très claire au niveau des auto-écoles, etc., qui est qu'il y a un forfait de 20 heures de leçons pour passer son permis.
avec l'idée que une fois qu'on a 20 heures de leçon, normalement on est apte à passer son permis. Alors que c'est hyper rare d'avoir son permis au bout de 20 heures. Alors que c'est hyper rare. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, les garçons pensent qu'avec 20 heures de leçon de conduite, c'est bon, ils vont pouvoir passer leur permis. Et effectivement, comme il y a cette idée que l'homme est naturellement compétent pour la conduite, un homme qui a besoin de plus de 20 heures de leçon pour réussir son permis, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, quoi. Et que comme la conduite, vraiment dans tous les résultats qu'on a, est vraiment un signe de virilité, comme vous le dites, avoir besoin de plus de 20 heures pour passer son examen pratique, c'est le signe qu'on a quelque chose qui ne va pas en termes de virilité. Et donc, on a un sentiment de compétence des hommes qui sont obligés de passer plus de 20 heures de leçons qui chutent dramatiquement, avec des signes que ça attaque finalement leur identité masculine. Et est-ce que ça a à voir, ça, avec la manière dont les hommes sont socialisés dans le rapport à la voiture ? Parce que moi, je pense à mon petit frère, par exemple, quand il était enfant. Il avait des petites voitures de police et de pompiers, qui dézinguent à tout va depuis qu'il est tout petit. Je vois, par exemple, qu'on a grandi dans un foyer où les hommes étaient passionnés par la Formule 1, par exemple. Il y avait quand même ce rapport très de sociabilité masculine à la vitesse et à la voiture qui a infusé dans le foyer depuis tout petit. Et j'imagine que c'est comme ça dans beaucoup d'environnements familiaux. Oui, je pense aussi, oui. La voiture est vraiment quelque chose, tout ce qui a des roues, plus généralement, est quelque chose qui est très associé au masculin. Moi, quand j'ai fait ma thèse, j'observais des enfants de grande section de maternelle à qui je donnais des objets masculins et des objets féminins, une poupée et un camion. Et donc, je faisais jouer les enfants, d'abord avec le jouet qui correspondait à leur sexe, on va dire, et puis ensuite, je leur donnais l'autre jouet et les deux en même temps, etc. Et c'était drôle de voir comment les filles transformaient le camion en berceau, alors que les garçons utilisaient la poupée pour la mettre comme conducteur du camion et le lancer contre les murs. De façon beaucoup plus générale, il y a une socialisation à la voiture bien plus importante du côté des garçons et qui fait aussi que quand ils arrivent au moment de l'apprentissage de la conduite, ils ont déjà une certaine expérience de tout ça. Déjà en tant que cycliste, en tant que conducteur de deux roues motorisées, assis sur les sièges du père au volant de la voiture, etc., etc. Donc c'est un domaine qui est beaucoup moins étranger aux garçons qu'aux filles déjà en général. Et qui peut expliquer aussi que c'est un objet qui est plus dans leur quotidien finalement que chez les filles. La voiture chez les femmes reste quand même quelque chose de très pratico-pratique en fait. Alors ça change un peu, mais jusqu'ici elles investissaient très peu la voiture en tant qu'objet de valorisation, etc. Ce qu'elles regardaient, c'est est-ce que le coffre est grand, est-ce qu'on va pouvoir installer facilement l'enfant sur le siège arrière, etc. Donc la voiture n'est pas un marqueur social pour les femmes. C'est pas un marqueur social. Alors que ça reste encore, j'allais dire malheureusement, un marqueur social pour les hommes, ouais. En termes de grosseur du véhicule, en termes de puissance, etc. Mais on voit que ça change un peu parce qu'on voit de plus en plus de femmes au volant de SUV, par exemple. Et on se dit que quand ces femmes au volant de SUV, c'est aussi un moyen de retrouver de la puissance, finalement. Parce que le SUV, vous en parliez en termes de poids, mais aussi en termes de volume, en termes de hauteur, etc., donne un sentiment de supériorité, finalement, sur la route. Et donc, c'est une sorte de compensation, on va dire, quelque part, d'un manque de puissance par ailleurs. Et alors, pour revenir sur la question de la vitesse en tant que telle, est-ce que les hommes conduisent plus vite ? Est-ce qu'on a de la donnée sur cette thématique ? Les hommes conduisent plus vite que les femmes. On a fait une étude sur 32 pays différents qui montrait qu'on avait des différences systématiques entre les deux sexes sur différents comportements à risque, différentes infractions, la vitesse, l'alcool au volant, le téléphone et la ceinture de sécurité. Donc des différences systématiques entre les deux sexes dans tous les pays. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que même si les hommes conduisent vite, la vitesse est une des infractions qui est la plus acceptée chez les femmes aussi. Parce qu'il y a la vitesse en termes de risque sur la route est quelque chose qui est peu compris par les individus en fait. Parce que finalement, c'est pas la vitesse elle-même qui va tuer, la vitesse va être un facteur aggravant d'erreurs de conduite ou d'autres infractions par ailleurs. Si on est seul sur la route, et qu'on conduit à 150, finalement, à moins de faire une perte de maîtrise du véhicule, c'est pas un problème en soi. C'est vraiment dans l'interaction avec les autres que la vitesse va poser un problème. Donc c'est une infraction qui est extrêmement acceptée dans tous les pays du monde et qu'on en vient à appeler une norme perverse, parce que c'est une norme que très peu de gens suivent finalement. Donc il y a cet effet-là sur la perception de la vitesse en soi. Ça n'empêche pas que la vitesse en tant que comportement
est un moyen pour le conducteur, notamment chez les hommes, de prendre le pas sur les autres. Que ce soit en montrant sa puissance au travers de la vitesse et de façon plus générale au travers du dépassement, tout simplement. Parce que le fait de dépasser quelqu'un d'autre sur la route, c'est encore une fois montrer, exacerber sa puissance par rapport à l'autre. Montrer sa puissance, gagner l'autre dans la compétition et le dominer. Et là, on parle des voitures, donc du rapport des hommes aux voitures. Mais est-ce qu'ils conduisent de la même manière sur d'autres types de véhicules? Par exemple, est-ce que les hommes mènent leur vélo ou leur deux roues, leur scooter, leur moto de la même manière? Il y a une différence en termes de vitesse dans tous les modes. On a mené une étude sur les comportements cyclistes et une des différences était aussi celle-là. Une vitesse plus importante chez les hommes cyclistes. Ce qui est intéressant, c'est chez les deux roues motorisées, où il y a très peu de femmes finalement qui conduisent des deux roues motorisées, notamment des grosses cylindrées, et où les différences entre les deux sexes s'amenuisent. Elles sont moins importantes en fait. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dès les premières études qu'on a faites sur la conduite de cyclomoteur, où autant on avait des différences par exemple dans les comportements déclarés par les garçons et les filles piétonnes, autant on n'avait plus de différence par les conducteurs et conductrices de cyclomoteurs. Et l'hypothèse que je fais par rapport à ça, c'est que le deux roues motorisé est déjà un mode à risque. Donc il ne va pas attirer n'importe quelle fille. Il va attirer des filles qui déjà ont un rapport particulier au risque lui-même. Et qu'à partir de là, c'est des femmes qui, en termes d'adhésion aux stéréotypes, vont avoir des comportements finalement plus masculins que certaines autres filles. Et donc un rapport au risque, une appétence au risque plus importante. Et c'est marrant parce que là, il y a une thésarde avec qui je travaille, c'est Erjinck, qui fait sa thèse sur le partage du volant dans les couples. En gros, c'est quand les deux partenaires sont dans la voiture, qui conduit. Et elle va regarder ça aussi chez les motards. Et donc là, le premier travail qu'elle a fait, c'est de demander à un groupe d'individus, plus d'une centaine, si je vous dis femme à moto, quelles sont les images qui vous viennent ? Alors c'est intéressant parce qu'il y a cet aspect masculin qui ressort, des traits de masculinité chez les femmes à moto, etc. et l'aspect sexy. Donc il y a vraiment les deux trucs en même temps. Une femme à moto, c'est soit une belle nana avec une queue de cheval, c'est ce qui est dit dans les trucs, une belle nana avec la queue de cheval qui est canon, etc. Soit une femme masculine qui accepte la prise de risque, qui est autonome, libre, etc. On est d'accord que ça, c'est une question qui a été posée aux hommes, pas aux femmes. Aux deux. Aux deux, d'accord. Donc c'est vraiment les deux qui répondent Oui. avec ce double stéréotype-là. Oui. Il y a une étude de l'IFOP de 2021 qui a montré que dans les couples hétéros, c'était l'homme qui était en charge de la voiture. Il y a seulement 1 homme sur 10 qui déclare qu'il y a parité dans son couple sur le partage du volant, et même près de la moitié des hommes qui disent que ce sont eux qui prennent exclusivement le volant. Qu'est-ce que ça a comme conséquence que ce soit les hommes qui aient le contrôle du volant dans le couple ? Alors nous, on a mené une recherche juste au même moment. Une question supplémentaire qu'on a posée par rapport à ça, c'est qui décide qui prend le volant ? Et dans 80% des cas, l'homme dit que c'est lui qui décide qui prend le volant. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, c'est que même si c'est pas lui qui conduit, c'est lui qui a décidé que c'était pas lui qui conduisait. Il y a vraiment un partage très différencié qu'il faudrait relier avec le reste du partage des tâches dans les couples hétéros. Mais les conséquences que ça a pour les femmes, c'est que on a un certain nombre de femmes qui ont eu leur permis à 18 ans, comme d'autres, et qui, du fait de ce partage, vont perdre leurs compétences de conduite, puisqu'elles vont avoir beaucoup moins l'occasion que les hommes d'être au volant de la voiture. Les autres conséquences que ça va avoir, c'est qu'elles vont se retrouver en situation de subir la conduite de leur conjoint, et donc de devoir accepter malgré elles une prise de risque qu'elles n'adhèrent pas forcément. Jusqu'à, on a certains témoignages comme ça, des situations un peu de violence finalement psychologique, où la femme va dire et exprimer qu'elle ne se sent pas bien et demander à l'homme de ralentir, et l'homme qui va la regarder et lui dire non. Ça justement, je voulais en parler avec vous aussi parce que la voiture, c'est un des espaces majeurs de dispute dans le couple hétéro, et je trouve que c'est très intéressant de noter que parmi justement les motifs les plus récurrents de disputes qui sont exprimés, on trouve le style de conduite trop dangereux ou la vitesse trop élevée comme vous le disiez, et un chiffre qui m'a frappé, c'est que 43% des femmes ont peur
lorsque leur conjoint conduit, donc c'est énorme. Et moi, ça me fait penser un peu, comme vous le disiez, c'est une violence psychologique, mais à ce type un peu particulier de violence conjugale où les hommes tapent dans les murs quand ils sont énervés, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une violence physique qui est directement infligée au corps des femmes, mais en tout cas, il y a la mise en place d'une atmosphère de terreur un petit peu, et qu'on retrouve du coup dans le cas de ces hommes qui conduisent de manière très agressive. Est-ce qu'on peut dire que la voiture, du coup, c'est un outil de coercition conjugale? Ça ne fait pas que mettre une atmosphère dangereuse, agressive, etc. Puisque quand l'homme conduit de façon risquée alors que sa femme est à côté, il la met en danger, très directement. C'est-à-dire qu'il la fait rentrer et il l'implique dans sa propre prise de risque. Il risque de la tuer, en fait, tout simplement. Là où je vois une mainmise de l'homme par rapport à ça, c'est dans les chiffres que vous donniez. C'est-à-dire que c'est lui qui décide ce qui est fait, quoi. Et je pense que la femme aussi laisse faire ça parce qu'elle-même est encore dans la situation de considérer que ça fait partie du domaine masculin. Et que finalement, elle subit ça et que la socialisation qu'elle a eue jusqu'ici et sa faible appétence pour la conduite, etc., lui fait accepter aussi cette situation-là. Ajoutez à ça le fait que quand c'est elle qui prend le volant et que c'est lui qui est à côté, elle subit les critiques systématiques sur sa façon de conduire, etc., qui la mettent, elle, dans une situation de ce qu'on appelle de la menace du stéréotype. C'est-à-dire qu'elle se sent jugée sur sa façon de conduire en fonction d'un préjugé qu'on a lié à son identité de sexe. Et donc, ça va avoir un effet de cercle vicieux, finalement, où quand elle conduit, elle se fait critiquer. Plus elle se fait critiquer, plus elle va mal conduire parce qu'elle est en état de panique, etc. Plus elle va enchaîner les critiques, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, elle va dire « Bon, mais prends le volant, ça sera beaucoup plus simple ». Ça maintient finalement une domination de l'homme sur la femme, au moins dans cette situation-là. Et ce qui sera intéressant dans les travaux à venir, c'est de voir comment cette situation-là, elle est liée aussi à un partage très traditionnel des tâches dans le reste de la vie de couple, en fait. Oui, c'est-à-dire que la femme est consignée au foyer et la voiture qui reste un espace extérieur, entre guillemets, ou en tout cas qui permet la mobilité, donc le déplacement, donc l'autonomie par rapport au foyer, ce qui n'est pas rien, ça c'est l'espace des hommes. C'est finalement le but de ces stéréotypes dès le départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces stéréotypes, ils ont été, entre guillemets, mis en place socialement dès la démocratisation de l'automobile et dès que le prix de l'automobile a été assez peu onéreux pour permettre aux gens hors de la grande bourgeoisie de se payer une voiture particulière. Et dès ce moment-là, il y a des stéréotypes qui ont commencé à apparaître sur le fait que, du fait de sa constitution, de sa nature, etc., les femmes n'étaient pas capables d'eux. Et le but de ces stéréotypes, c'était effectivement de la maintenir au foyer. C'est-à-dire de lui dire « reste à ta place » pour ne pas lui donner l'occasion de s'émanciper, de se libérer, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce type de stéréotype, on l'a retrouvé déjà avant l'avènement de la voiture motorisée au niveau du vélo. Ou dès l'apparition du vélocipède, on va dire ça comme ça, on avait déjà des stéréotypes sur l'incapacité de la femme à ce genre de mode de déplacement qui lui permet de s'en aller, en fait, quelque part. J'ai fait un papier pour un musée suisse qui va faire une exposition sur l'automobile dans les Alpes. Bref. Et donc j'ai cherché un peu les données qu'on pouvait avoir sur l'avènement de l'automobile, la place de la femme, etc. Et c'est là que j'ai appris que dans les années 1920, a été inventée la première voiture électrique, qui était une voiture où on n'avait pas besoin de manivelle pour lancer le moteur, et que les constructeurs en avaient fait une voiture féminine. Parce que justement, ça demandait moins de connaissances en mécanique, moins de force physique, etc. Et j'ai lu un papier de ces années-là, critiquant cette stratégie de vente, puisque du fait que ça a été posée comme étant une voiture féminine, cette voiture électrique, les ventes n'ont jamais décollé. Ça avait un grand avantage parce que c'était une voiture qui était facile à conduire, mais qui avait très peu d'autonomie en fait. Donc ça permettait aux femmes d'accomplir leurs tâches domestiques de façon beaucoup plus rapide qu'avant, puisqu'elles n'étaient plus à pied, elles étaient maintenant en voiture, mais en ayant un rayon d'action autour du domicile qui était très très limité. Mais voilà, c'est un argument de vente qui a été très vite abandonné parce que finalement, ça associait la voiture à la femme et donc les hommes refusaient de conduire ce genre de voiture. Pour continuer sur la question des violences sexistes, je pense qu'il faut s'attarder aussi sur la question du harcèlement sexuel dans l'espace public par le biais des voitures, parce que c'est quand même quelque chose qui est souvent rapporté par les femmes, le fait que on se fait klaxonner quand on passe, on fait mine de nous écraser, on nous suit en voiture, c'est des témoignages qu'on entend beaucoup. Donc la voiture, c'est aussi, il me semble, un marqueur de territoire dans l'espace public
Qu'est-ce que vous en pensez ? La voiture est un marqueur de territoire dans l'espace public, même sans parler du sexe et du genre en soi. C'est-à-dire que la voiture prend tellement de place dans l'espace public qu'on est dans un espace public qui est plutôt destiné aux voitures qu'aux autres modes de déplacement. Ça, c'est le premier point. La voiture a d'abord été pensée pour les hommes, à différents niveaux. On le voit aussi sur, par exemple, les mannequins qui sont utilisés pour les crash tests, qui permettent de réfléchir à la sécurisation du poste de pilotage, etc., ont d'abord été pensés à partir de mannequins qui étaient des mannequins masculins, puisqu'ils sont basés sur la majorité des conducteurs de l'époque qui étaient des hommes. Bon. Donc la voiture est d'abord pensée pour les hommes, dans un espace public qui est d'abord pensé pour la voiture, et un espace public qui a d'abord été construit par des hommes. Les hommes étant aux commandes de la décision publique là-dessus, ils ont d'abord pensé les espaces publics pour leur usage à eux. Hormis ça, il y a le fait que la voiture est un objet puissant. J'y réfléchissais et je me disais, mais est-ce qu'il y a énormément d'objets dans lesquels on rentre et qui va nous permettre de quitter un emplacement pour en rejoindre un autre, etc. Et qui, finalement, nous englobe. Et qui devient un peu nous-mêmes, mais avec une puissance de feu, j'allais dire, bien plus importante. C'est-à-dire quoi ? Que la voiture, ce serait la continuité, entre guillemets, de nos mains, nos bras, nos jambes Je pense qu'effectivement, les usagers le prennent comme ça. D'où les réactions hyper agressives quand on touche, par exemple. Quand on met un coup sur une voiture, c'est ressenti comme une agression personnelle, en fait. C'est comme si notre propre corps s'était élargi à la totalité de l'objet qui nous contient, en fait. Cet objet devient soi et cet objet nous représente, quelque part. Les comportements dont vous parlez là, c'est des comportements à la fois d'agressivité, de drague, etc., qui font que, comme on le disait tout à l'heure, la voiture devient une représentation de soi. À la fois, ça nous montre et ça nous cache. On est planqué à l'intérieur de l'objet, donc on est protégé quelque part, et on est de plus en plus protégé par les voitures actuelles. Et en même temps, notre corps prend toute cette dimension-là et nous donne un sentiment de puissance énorme. Donc on va retrouver là, de façon décuplée en termes de danger finalement, des comportements d'agressivité entre les hommes et les femmes qu'on pourrait trouver chez les piétons, mais qui en plus avec ce sentiment de protection de la voiture par celui qui agresse en fait. Et avec cette capacité à agresser bien plus importante vis-à-vis de la victime. Oui, et puis ça me fait penser aussi que dans la capacité, donc effectivement, à être protégé par l'habitacle, alors que quand on est piéton, on est protégé par absolument rien, il y a aussi, il me semble, la dimension kidnapping. Enfin, moi, je me souviens dans ma vie pré-transition, quand il y avait du harcèlement de rue avec des voitures impliquées, je me disais, mais en fait, à tout moment, une voiture qui s'arrête près de nous la nuit quand on est en train de marcher, en fait, c'est pour nous foutre dans le coffre et partir, quoi. Cette dimension aussi, me semblait centrale dans la peur que je ressentais par rapport aux voitures, en tout cas. J'ai relu le rapport de l'Institut belge de sécurité routière auprès d'enfants. On leur demandait, pareil, si je te dis tel mot, à quoi ça te fait penser, etc. Quand on leur parlait de camion, eux, ce qu'ils voyaient, c'est une camionnette blanche. Et camionnette blanche, c'était kidnapping, directement. C'est-à-dire que oui, il y a une culture, notamment au travers du cinéma, au travers des faits divers, etc., qui associe aussi la voiture en tant qu'objet dangereux en lui-même, dangereux au travers des accidents et dangereux au travers de tout ce qu'on peut faire avec une voiture, qui met le potentiel agresseur dans une situation de puissance incroyable par rapport à ceux qui sont autour de lui. J'aimerais bien qu'on parle aussi de l'objet voiture en tant que tel et de la manière dont c'est devenu un symbole de séduction, enfin de virilité, de séduction. Moi, l'exemple qui m'est tout de suite revenu en tête en pensant à ce lien entre les deux, c'est une vieille pub Audi de 1993 au slogan sexiste très célèbre. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi. Il aura la femme. Les hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille. Mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme. Mais bon, en fait, il n'y a pas besoin de remonter aussi loin pour voir que c'est une constante dans la mythologie publicitaire autour de la voiture, ce lien qui est fait entre le fait d'avoir une belle voiture et d'avoir une belle femme. Et d'ailleurs, jusqu'à récemment, on en parlait en préparant l'entretien, mais les salons auto étaient très connus pour cette image de voiture de luxe entourée de mannequins. Quel regard vous portez-vous sur cette espèce de, entre guillemets, sexualisation des voitures ou voiturisation des femmes ? Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais... Oui, c'est un rapport entre deux objets, on va le dire comme ça, dans leur esprit en tout cas. Il y a déjà, comme on le disait tout à l'heure, cette image
de soi qu'on donne au travers de la voiture. Donc ça, c'est un premier point et qui fait que c'est un objet de valorisation individuelle, finalement. Donc en gros, il y a l'idée que plus j'aurai une grosse voiture, plus je montre ma puissance, ma valeur, etc. Et plus je vais avoir de chances de séduire. Voilà. Avec l'idée, et qui est malheureusement toujours d'actualité, que les femmes vont être attirées par les hommes les plus puissants, les mâles alpha en gros, quelque part. Il y a un glissement à partir de là entre l'objet et la femme. C'est-à-dire qu'il y a tout un vocabulaire, notamment dans la publicité, qui va utiliser des termes qui sont normalement associés à la séduction, etc., du corps féminin, par rapport à l'objet voiture lui-même. Moi, ça me fait penser par exemple au film Christine, de John Carpenter, où en fait c'est on va dire un gringalet au départ qui trouve une voiture qui ressemble à rien et qui va commencer à la retaper, etc. Et on voit le parallèle entre le fait que la voiture devient belle et le fait que lui devient séduisant, sûr de lui, etc. Jusqu'au moment où la voiture devient jalouse de sa propre petite amie. Donc il y a dans le film lui-même, mais qui reprend bien ça, je trouve, ce parallèle entre le rapport passionnel par moment que vont avoir les hommes avec leur voiture, d'où le tuning, etc. Et le parallèle qui va être fait avec la femme en tant qu'objet de séduction. La femme, je peux la séduire au travers d'un objet qui va lui ressembler. Il y a un peu cette idée-là que la voiture va créer une espèce d'effet d'identification pour la femme qu'on veut séduire. Ouais, un truc dans ce genre-là. Alors que c'est les hommes qui s'identifient à leur voiture plus que... Alors, ils sont identifiés au travers de leur voiture, mais il y a tout un vocabulaire sur la voiture elle-même qui est un vocabulaire de séduction féminine. Elle est racée, elle est belle, etc. Peut-être qu'il y a cette idée-là que si on arrive à maîtriser la machine, on va pouvoir maîtriser la femme quelque part. Voilà, c'est un parallèle entre ces deux-là. Et donc, je vais investir ma voiture pour montrer quel est mon niveau de puissance et de domination. Et en montrant ce niveau de puissance et de domination au travers de ma voiture, je vais pouvoir avoir la femme que je désire. Et j'aimerais du coup qu'on revienne sur ce fameux slogan, enfin ce fameux dicton sexiste « femme au volant, mort au tournant ». Il suppose du coup l'idée que les femmes feraient plus d'accidents que les hommes. Donc je pose une question volontairement provocante, mais est-ce que c'est vrai ? En termes d'accidentalité mortelle, non. 3/4 des tués sur la route sont des hommes. 80% des auteurs présumés responsables de l'accident sont des hommes aussi. En plus, quand la femme se tue, beaucoup plus souvent que l'homme, elle est passagère du véhicule. Oui, ce que vous me disiez, que la femme, quand elle était tuée, était passagère et quand l'homme était tué, il était conducteur, en gros. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Ensuite, il est possible qu'il y ait plus d'accidents avec de la tôle froissée du côté des femmes. Mais en termes de coût pour la société, donc en termes de blessés graves et de tués, le sexe ratio est au détriment des hommes, ça c'est clair. De tôle froissée par exemple, c'est le fait d'avoir fait un accident pas très grave, qui a un peu abîmé la voiture, mais pas provoqué d'accident humain. C'est ça. D'accord. Ce que je peux dire aussi, c'est que cette différence de sexe dans les accidents mortels, on la retrouve dans toutes les régions du monde, quel que soit le niveau de revenu du pays, et que ces différences de sexe, on les retrouve dans toutes les classes d'âge. Ça, c'est étonnant. On pourrait se dire comment ça se fait que les facteurs culturels ne jouent pas sur la conduite des hommes. Alors oui, c'est étonnant. Et c'est pas le plus étonnant, vous allez voir. C'est étonnant parce qu'on se dit à partir de là, mais dans ces cas-là, c'est que c'est naturel, quoi. Mais quand on observe ça de près, on se rend compte qu'il y a des facteurs culturels qui jouent. C'est-à-dire qu'on trouve des différences de sexe systématiques, mais elles ne sont pas de la même ampleur dans tous les pays du monde. Ça, c'est le premier point. Et une des études qu'on vient juste de terminer, dans lequel on a comparé les différences de sexe dans les comportements à risque, etc., avec le niveau d'égalité politique du pays. On a regardé, l'hypothèse qu'on pouvait avoir en tout cas, c'était que plus le pays serait égalitaire en termes d'implication politique, économique, de niveau de santé, d'éducation des femmes, etc., on devrait avoir logiquement des différences qui s'amenuisent. Et en fait, on trouve le contraire. C'est-à-dire que plus les pays sont égalitaires en termes politiques, plus ces différences de sexe grossissent. Dans la conduite, vous voulez dire ? Dans la conduite, mais pas seulement, en fait. Ce qu'on retrouve là, en termes de rapport au risque, quelque part, c'est ce qu'on appelle plus globalement un paradoxe de genre. C'est-à-dire que dans les pays les plus égalitaires, ça n'empêche pas les individus d'être stéréotypés. Mais ils ont tendance à comprendre cette stéréotypie comme étant de leur nature.
Et donc de prendre leurs choix stéréotypés comme étant leurs propres choix, des choix individuels qui ne soient pas liés à la conformité à des attentes sociales. Et donc, par exemple, si je suis viril, c'est juste que je me sens mieux comme ça et voilà. que... D'accord. Et si je suis une fille et que je décide de faire des études d'infirmière, c'est parce que c'est comme ça que je le sens. Et si je ne suis pas attirée par les mathématiques, c'est que ce n'est pas mon truc. Voilà. Et donc finalement, ils obéissent à des stéréotypes, mais ils n'en ont même plus conscience. Et donc on se retrouve avec ces effets de paradoxe de genre qui font que plus on fait en sorte que les femmes progressent en termes d'égalité et soient traitées et les mêmes droits que les hommes, etc., plus les individus ont tendance à se retrancher sur des comportements finalement assez stéréotypés. Je me demande si ça a à voir avec la résurgence de mouvements masculinistes, par exemple, parce que tout à l'heure, vous parliez de liens entre la voiture et les mâles alpha, etc. Donc ça m'a fait penser à ça aussi. Est-ce que, du coup, ce serait pas une manière aussi, dans des sociétés, entre gros guillemets égalitaires, une façon de se redistinguer par le genre, justement, dans une perspective de plus en plus masculiniste chez les hommes ? Oui, je pense que moi, c'est une de mes hypothèses pour expliquer ces paradoxes de genre, cette idée que les individus ont besoin de se sentir différenciés, notamment en termes de genre, et qu'ils ont besoin de se retrancher sur des choses très claires et très différenciées en termes de genre. Et la voiture vraiment fait partie de ça parce que, comme l'a dit un sociologue américain, finalement, la voiture est un moyen de se positionner en tant qu'homme au travers de son comportement, et au travers de comportements qui ne sont pas difficiles à mettre en place. C'est-à-dire que ça ne demande pas une intelligence particulière, une force musculaire particulière de faire le con en voiture, finalement. Par contre, ça permet de montrer qu'on est bien un homme et qu'on est bien conforme à ce qu'on attend de nous en tant qu'homme. C'est-à-dire risqueur, courageux et indépendant des règles. Ce qui m'a interpellée en préparant notre échange, c'est aussi que tous les hommes ne sont pas égaux en matière d'accidentalité sur la route. Il y a notamment des tranches d'âge qui sont particulièrement exposées autant aux accidents mortels qu'aux accidents graves de manière générale. Les plus jeunes d'abord, donc les hommes de 18 à 24 ans, mais aussi les plus vieux, donc généralement les plus de 65 ans. Comment ça se fait ? Alors les 18 à 24 ans, on se retrouve dans une période d'âge où on est à la fin de l'adolescence, donc en pleine construction d'identité sexuée en fait. Et au moment où les garçons, notamment, ont besoin d'affirmer leur identité de genre masculine. La conduite étant extrêmement associée au masculin, prendre le volant et avoir un certain type de comportement à risque sur la route permet d'affirmer cette masculinité. Auprès des filles, dans le rapport de séduction, etc., mais auprès des autres garçons aussi. C'est typiquement le t'es pas cap. Le t'es pas cap qu'on va retrouver... au travers de t'es pas capable de traverser sans regarder, t'es pas capable de faire de la roue arrière sur ton 2 roues motorisé, t'es pas capable de faire du 150 sur l'autoroute. Tout ça, ça va être à peu près du même niveau. Hein. C'est montrer que je suis courageux, que j'ai pas peur, etc. Donc ça, on va le retrouver, et on va le retrouver à ce moment-là, à un moment en plus où le conducteur est totalement inexpérimenté. C'est-à-dire qu'il va avoir un sentiment de compétence très important du fait qu'il vient de réussir son permis, mais avec une expérience très faible de la conduite, et donc une expérience très faible d'anticipation des erreurs des autres, de maîtrise du véhicule, etc. Donc on va cumuler là un certain nombre de facteurs délétères finalement. L'inexpérience, la jeunesse, l'adolescence et la nécessité de marquer son identité masculine. L'autre bout finalement de l'âge, c'est le problème du rapport toujours des hommes à la conduite et du fait que la conduite, ça reste malheureusement, surtout dans les milieux périphériques, ruraux, etc., un des seuls moyens de se déplacer. Et le rapport à la conduite des hommes et des femmes va faire que les femmes âgées vont abandonner la conduite très tôt, dès qu'elles sentent les premiers signes d'incapacité, finalement. Elles vont plus se sentir capables et donc elles vont arrêter de conduire, et ce qui va être permis notamment parce qu'elles sont en couple avec un mari qui va prendre le volant, etc., et qui l'assumait déjà, etc. Les hommes, du fait de ce marqueur par la conduite de leur identité masculine, vont avoir énormément de mal à arrêter de conduire, même s'ils en sont plus capables. Et donc, on va retrouver sur la route des hommes qui continuent à conduire alors qu'ils ne devraient pas. Il y a un sentiment de compétence et une surévaluation de ces compétences chez les hommes âgés qui font qu'ils continuent à conduire alors qu'ils ne devraient pas. Et puis aussi la peur de se retrouver coincé chez soi, finalement. Le fait, comme je le disais, dans les zones périphériques, etc., que c'est le seul moyen de sortir de chez soi. Et donc, abandonner la conduite, c'est aussi se retrouver dépendant des autres pour sa vie sociale, finalement. Du coup, ils conduisent plus tard et ils font plus d'accidents. Oui.
On vous mettra comme d'habitude les sources dans le post qui accompagne l'épisode, mais il y a certains chercheurs qui expliquent aussi qu'il y a plus d'accidents de la route parmi les conducteurs des classes populaires. Comment on explique ça ? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, elles ont accès à des voitures moins chères et donc moins robustes par exemple ? C'est une explication qu'on peut avoir, oui. Des voitures moins chères, moins bien équipées, tout ce qui est airbag, ABS, etc. Des voitures de deuxième main, de troisième main, etc. Donc des moins bonnes voitures, on va dire, et des voitures qui protègent moins le conducteur. Il est possible aussi que leur exposition au risque soit plus importante, c'est-à-dire que leur kilométrage parcouru soit plus important du fait qu'ils sont plus éloignés des centres-villes et que le véhicule, comme je le disais, est le seul moyen de se déplacer, notamment pour aller au travail, etc. Donc plus de kilométrage parcouru amène plus de risques d'avoir un accident. Et on ne dit pas que les accidents surviennent principalement dans les courts trajets que les personnes connaissent bien. Le risque d'accident est plus important dans les 4 km autour du domicile, mais il est lié au fait qu'on a un sentiment de maîtrise du trajet et de connaissance du trajet qui fait qu'on devient moins attentif. Et on est plus en conduite automatique, en fait. Le troisième point que je vois par rapport à ça, c'est justement le rapport au stéréotype de sexe. De manière générale, les classes les plus défavorisées et les classes les plus favorisées ont une différenciation en termes de stéréotypes, donc ce qui définit le masculin et le féminin, qui sont plus importantes que les classes moyennes, on va dire. Et donc une recherche de conformité de son identité au travers de la conduite notamment, qui est susceptible d'être plus importante. La voiture peut être aussi une façon de reprendre la maîtrise sur ce qui nous arrive. C'est un endroit où on choisit finalement ce qu'on fait. Et il y a peut-être aussi l'idée, dans les classes défavorisées, que c'est une façon de rééquilibrer finalement le contrôle. C'est-à-dire un peu comme les femmes qui se retrouvent dans des SUV. Aussi, ouais. Ça supposerait que ce contrôle sur sa vie, on le fait au travers de la prise de risque. Ça, c'est une hypothèse que je fais, mais qu'il faudrait encore vérifier. Quelle œuvre vous recommanderiez à nos auditeuries sur toutes les thématiques dont on a parlé aujourd'hui ? Alors, j'ai un peu réfléchi et j'ai suivi mon instinct par rapport à ça, de à quoi je pense quand je pense à homme, voiture, etc., etc. Et la première chose qui m'est venue, c'est American Graffiti. C'est un film de 73 qui raconte le dernier été d'adolescents avant le passage à l'université. Ça se passe dans les années 50. Et donc, il y a tout un tas de jeunes au volant de grosses bagnoles américaines. Et j'ai cette image de l'homme en débardeur, en sueur, accoudé à la fenêtre de son gros pick-up et qui harangue le conducteur de la voiture d'à côté pour savoir lequel est la plus grosse. En gros, c'est ça, vraiment. Et avec tous les deux à côté d'eux, des passagères qui les regardent avec les yeux de l'amour devant tant de force et de puissance. Et ils finissent tous les deux par faire un départ en trombe à un feu rouge. Voilà. Et pour moi, vraiment, c'est symptomatique de tout ça. Et je crains que les hommes aient encore cette image-là dans la tête de c'est ça qu'il faut montrer quand on est un homme en voiture. Quoi. C'est un exemple assez édifiant. Merci Marie-Excelle Granier. Avec plaisir. C'était l'épisode 105 des Couilles sur la table avec la chercheuse en psychologie sociale Marie-Excelle Granier qu'on remercie beaucoup pour ses éclairages. Avant de vous laisser, Tal, je crois que tu voulais nous raconter une anecdote. Bah oui Nao, figure-toi que juste après avoir fini de monter cet épisode, je me suis fait percuter par un homme en camionnette qui roulait de manière très agressive. Donc j'espère que tu apprécies mon engagement de terrain. En tout cas, plus de peur que de mal, heureusement, mais c'était la preuve par l'expérience de tout ce qu'on a dit dans l'épisode. Évidemment, il y aurait encore plein de choses à raconter sur les liens entre virilité et voiture, notamment par rapport à l'écologie, bien sûr, mais ça, ce sera pour un autre épisode. On espère que celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vos proches, surtout à ceux qui conduisent un peu trop vite. Dites-nous ce que vous en avez pensé sur Instagram ou à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Les Couilles sur la table, c'est un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Talma Desta a préparé, mené et monté cet entretien.
C'était Paul Berthiaud à la prise de son et à la réalisation, Marie Foulon à la production, l'édition et la communication avec le soutien de Lise Niederkorn, Thomas Rozek à la rédaction en chef et Alban Philly à la direction de production. Moi, je m'appelle Naomi Titi et j'ai supervisé la production éditoriale de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. Soyez prudentes et prudents sur la route, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, et à très bientôt.